Alors on a fait notre première partie du chemin, c'est-à-dire qu'on est allé de ondes électromagnétiques aux particules. La deuxième partie sera un peu moins longue, heureusement. C'est donc de considérer maintenant qu'est-ce qui se passe avec les particules massives. Les particules massives, l'atome par exemple. Depuis longtemps, on savait que, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, on savait que si on prenait un gaz d'hydrogène et qu'on l'excitait, eh bien ce gaz d'hydrogène émettait un rayonnement électromagnétique, mais pas du tout un rayonnement de type corps noir. Il émettait des lignes, des raies de lumière à des fréquences bien particulières. J'ai listé là quelques-unes des fréquences que l'on peut voir dans le visible, donc. Bon, mais il n'y avait aucune explication à ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'un gaz d'hydrogène émet un rayonnement électromagnétique aussi spécifique, aussi particulier? Il y a quelques raies. Balmer, un professeur de mathématiques de lycée, s'était même intéressé à la succession. Il avait numéroté les raies de lumière et il avait trouvé qu'il y avait une relation entre la longueur d'onde et le numéro de la raie. Il n'y avait aucune physique derrière ça. Hein. Il avait juste trouvé une loi de correspondance et que la loi de correspondance était la suivante. C'était que la longueur d'onde était reliée au numéro de la raie, voilà, par une constante R. Et puis il avait trouvé la constante, hein, parce qu'il suffit de prendre les 4 raies, là, on arrive à déterminer la valeur de la constante, on y reviendra un petit peu plus tard. Bon, et puis les choses en étaient là. Le problème, c'est qu'il fallait quand même, encore une fois, trouver une explication pour cela. Avoir un modèle, une sorte de construction mentale qui puisse agréger toutes les expériences ou tous les résultats expérimentaux que l'on pouvait avoir accumulés au cours des années. Alors, en 1911, on sait ce que c'est qu'un atome, ou du moins, on a une vision un petit peu planétaire de l'atome. Pour Rutherford, un atome, c'est un noyau très lourd, très dense, très petit donc, et puis chargé positivement, et puis autour, sur un modèle planétaire, comme la Lune autour du Soleil, autour de la Terre, ou la Terre autour du Soleil, eh bien, circulent les électrons, chargés négativement. Sauf que, premier problème, on sait que des électrons qui tournent en rond comme ça, eh bien, c'est une charge qui est accélérée, elle a une accélération centripète, donc nécessairement, elle doit rayonner. Et si elle rayonne, elle doit perdre de l'énergie. Et si elle perd de l'énergie, elle doit changer petit à petit, perdre de la vitesse, et donc se rapprocher du noyau. Et au bout d'un moment, votre électron, il est perdu, il est sur le noyau. Donc finalement, l'atome ne devrait pas exister. Et cette utilisation de l'accélération des charges, hein, ce qu'on utilise dans les anneaux de stockage, par exemple, comme celui de Grenoble, où on récupère un rayonnement électromagnétique très intense en accélérant des électrons, finalement, sur une trajectoire pseudo-circulaire, disons. Donc ça ne marche pas, ce modèle. Le modèle classique maxwellien ne marche pas. Et donc, Bohr, qui est le riant jeune homme à côté de sa maman, là, dit, bah écoutez, finalement, un atome ne rayonne que lorsqu'il change d'orbite, mais pas de chance pour lui, toutes les orbites ne sont pas autorisées. Donc voilà le modèle de Bohr. Le modèle de Bohr, il reprend le modèle de Rutherford, mais il dit il y a un certain nombre d'orbites possibles, mais tout n'est pas possible. Et en particulier, il n'est pas possible pour l'électron d'aller sur le noyau. Et un électron ne peut changer d'orbite que s'il reçoit une onde électromagnétique bien particulière ou s'il émet une onde électromagnétique bien particulière. Et donc, ça permet d'expliquer comme ça le fait que l'atome d'hydrogène n'émettrait que des ondes électromagnétiques bien particulières. Ça serait des orbites bien particulières. Et donc, ce modèle de Bohr de changement finalement d'orbite va rester comme ça pendant assez longtemps. Alors, quelle est la base derrière ça? L'idée de base derrière ça, c'est de dire,
c'est quoi les orbites qui vont être autorisées? C'est ça qui est le plus compliqué finalement. On va se dire l'énergie d'un électron qui gravite autour d'un noyau, ça va être relié à son moment cinétique. Ça sera l'énergie cinétique de rotation. Et puis, il y a l'énergie d'interaction avec le noyau, l'énergie coulombienne. Voilà, ça va être l'énergie. Et puis, si je veux connaître le rayon de l'orbite, pour une énergie donnée de l'électron, étant un système isolé, son énergie est conservée. C'est ce que suppose Bohr, du moins. Donc l'énergie est conservée, je vais donc dériver ça par rapport à R, je vais chercher donc les orbites stationnaires, je vais trouver la valeur de R, que je vais relier au moment cinétique, et puis je vais pouvoir donc en déduire une relation finalement entre l'énergie et le moment cinétique, simplement, évacuer le problème du rayon. Et donc il trouve cette relation-là entre l'énergie donc de l'électron qui gravite autour du noyau et le moment cinétique de cet électron, mu. C'est la masse réduite du système noyau-électron. Bon, à 1 millième près, vous pourriez utiliser la masse de l'électron. Voilà, donc on a finalement que des constantes là-dedans. C'est simplement une relation entre le moment cinétique et l'énergie. Et puis il se dit, mais c'est marrant ça, cette forme-là. Si maintenant je dis que lorsque l'électron change d'orbite, il va donc changer d'énergie, il va passer d'un état d'énergie à un autre état d'énergie, donc il va passer d'un moment cinétique à un autre moment cinétique. Donc la variation d'énergie d'un électron qui change d'orbite, ça aurait cette forme-là. Je change de l'orbite n à l'orbite numéro 2, disons. Eh bien, voilà à quoi ressemble la variation d'énergie. C'est juste une variation de moment cinétique. Et puis, il prend cette expression-là et il la met en regard de l'expression trouvée par Balmer. L'expression de Balmer, c'est celle-ci, je vous rappelle. L'inverse de la longueur d'onde, c'est-à-dire à un facteur près la fréquence, c'est-à-dire donc à un facteur près l'énergie, h bar, étant le facteur près, eh bien, j'ai cette relation-là. C'est-à-dire que quand je mets en regard ces deux relations, je me dis, ça a l'air de correspondre, il y a quelque chose qui se passe là. Et donc, en se grattant un petit peu la tête, il se dit, il suffit de dire que le moment cinétique varie lui aussi de manière discrète. Si le moment cinétique ne peut varier que de manière discrète, alors ça peut expliquer pourquoi il n'y a qu'un certain nombre d'orbites possibles. Et puis ça peut expliquer, si je remplace L par N fois quelque chose, je peux expliquer cette expression-là. Donc il écrit que le moment cinétique va varier de manière discrète, et puis très vite, on trouve que finalement, le coefficient de proportionnalité, c'est h bar. C'est-à-dire que les moments cinétiques sont forcément des nombres entiers de fois h bar. Et effectivement, si je remplace donc l'expression du moment cinétique là-dedans par nh bar, je trouve la constante R, constante de Rydberg, 10 puissance 7, donc mètre moins 1, mais surtout, je trouve la valeur de la constante de Rydberg qui a été identifiée par Balmer, c'est-à-dire la valeur expérimentale. Donc il semble que cette histoire d'orbite autorisée ait du sens, du moins pour expliquer le spectre de l'hydrogène. On sait depuis que le modèle planétaire proposé par Bohr n'est pas juste. On verra toutes les subtilités qui viennent s'accrocher à ça. Mais pour le moment, il permet au moins d'expliquer quelque chose. Alors, à quoi ça sert de savoir les niveaux d'énergie d'un élément? Je sais par exemple que donc du coup il va y avoir des orbites autorisées et que ces orbites autorisées, alors là je l'avais fait pour l'atome d'hydrogène seulement, mais pour une autre espèce chimique, le noyau est différent. Donc le potentiel d'interaction va être différent et donc les orbites vont être différentes. Z va conditionner tout cela. Ça veut dire que si j'envoie une onde électromagnétique de basse fréquence, je vais sauter sur une orbite particulière. Une onde électromagnétique de plus haute fréquence, eh bien, je vais sauter sur une orbite plus éloignée. Mais
la position de ces orbites, et donc du coup l'écart en énergie, va être différente selon l'espèce chimique, puisque ça dépend de Z, tout cela. Ça veut dire que j'ai un moyen, comme ça, en regardant le spectre d'émission du rayonnement, de savoir à quel élément j'ai affaire. Est-ce que j'ai affaire à de l'hydrogène ou est-ce que j'ai affaire à de l'hélium même, puisque le noyau est différent. Les orbites sont différents, et donc les écarts en énergie sont différents. Et donc, à titre d'illustration de l'utilité de cette chose-là, je vais vous raconter une petite histoire. En 1907, le New York Times titrait un philologue danois, je crois, vient de découvrir à Constantinople la seule trace écrite des travaux d'Archimède. 1907. Malheureusement, la bibliothèque de Constantinople n'autorise pas le chercheur à sortir le document. Il prend quelques photos et il dit, il est bizarre quand même ce document, c'est un livre de prière en fait, mais à travers les pages et en travers, on voit quelques traces d'écrits et vraiment ça a l'air d'être les travaux d'Archimède dans ce livre de prière. Malheureusement, eh bien, ce manuscrit va disparaître. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 250 avant notre ère, Archimède consigne ses travaux sur du papyrus, et c'est la seule trace que l'on aurait pu avoir de ses travaux. Les papyrus ont une durée limitée, une durée de vie limitée, et autour du 9e, 10e siècle de notre ère, cette fois-ci, un moine qui voit le papyrus se détériorer, un moine copiste, décide de retranscrire ses travaux sur cette fois du parchemin, qui est connu pour vivre un peu plus longtemps. Il retranscrit donc fidèlement, pour autant qu'on sache, ses travaux sur du parchemin, et puis stocke ça dans un coin en se disant c'est important. Sauf que le manuscrit disparaît et est retrouvé par Johannes Myronas en 1229 par là, qui se dit wow, super, du parchemin. Déjà en ce temps-là, on était à l'ère du développement durable et décide de recycler le parchemin. C'est-à-dire qu'il va éliminer tous ces écrits qui gênent, il va gratter l'encre et il va réécrire par-dessus, finalement, en fait, des prières, parce que son but, c'était de faire un livre de prières. Donc, on appelle ça le palimpseste d'Archimède. Donc, on a maintenant un livre de prières qui est un recyclage des travaux d'Archimède. Et c'est là-dessus qu'est tombé, donc, Heidelberg, dans la bibliothèque de Constantinople, en 1907. Sauf que, donc, le manuscrit disparaît, et il réapparaît en 1998, chez Christie's, où pour 2 millions de dollars, quelqu'un d'assez riche, il faut croire, fait l'emplette aux enchères donc, de ce manuscrit. Il prend ce manuscrit, se dit ça doit être important, et il l'amène à la bibliothèque de Baltimore. Pas la bibliothèque, pardon, Musée Walters de Baltimore. En disant, voilà, il semble que c'est une relation avec ça. Effectivement, tout de suite, on se dit, c'est le fameux manuscrit, sauf que, comme si ce n'était pas suffisant d'avoir eu donc l'érosion du temps, bien sûr, la moisissure, le fait que donc, le moine Myronas ait éliminé une partie des écrits, eh bien, il y a quelqu'un qui a trouvé que c'est peut-être une bonne idée de donner un peu plus de valeur à ce livre de prière, probablement autour de 1929, c'est la crise, en finalement faisant en plus un faux et en créant sur certaines des pages des gravures représentant les apôtres. Voilà à quoi ressemble le livre de prière, pour certaines des pages. Et donc, sous la gravure qui est là, on présumait qu'il y avait le traité des corps flottants, Eureka, j'ai trouvé, vous savez, et que sous celle-là, eh bien, il y a aussi un calcul sur l'équilibre des plans, dans lequel Archimède d'ailleurs introduit pour la première fois la notion d'infini. Et donc on se retrouve avec l'usure du temps, le faussaire qui dépose donc, dans les années 20 ces gravures, et donc le livre de prière, le fait que les écrits d'Archimède aient été peu à peu éliminés. Ce qui nous sauve là-dedans, c'est que l'encre
utilisée par le moine copiste est très riche en fer. C'est de l'encre ferrogallique. Et que non seulement cela, mais en plus, la personne qui tombe sur ce manuscrit est un ami qui travaille au synchrotron de Stanford. Il travaillait en ce temps-là sur la chlorophylle des épinards. Et donc il était habitué à essayer de détecter les petites traces de fer. Et donc il se dit, moi je vais essayer de récupérer ce manuscrit. Alors il y a toute une procédure pour cela, et essayer de le passer aux rayons X, et essayer de faire ressortir le signal du fer, en espérant que dans ces gravures, il n'y ait pas trop de fer. Il se trouve que c'est des feuilles d'or pour l'essentiel. Et donc voilà ce qu'il fait. Il fait d'abord une spectroscopie, il vérifie qu'il y a effectivement du fer, que c'est bien de l'encre ferrogallique qui est utilisée. Voilà à quoi ressemble un côté du manuscrit à l'œil nu. On ne voit pas grand-chose. Mais par contre, lorsqu'on regarde le signal de fluorescence du fer, voilà à quoi il ressemble. On commence à détecter des choses. Et lorsque l'on regarde sous cette feuille représentant la gravure des apôtres, eh bien on fait apparaître les écrits d'Archimède. Alors non seulement les écrits d'Archimède, mais en fait, lorsqu'on regarde d'un peu plus près, il y a deux écritures. Il y a les écrits d'Archimède et il y a aussi la prière dans l'autre sens, parce que les feuillets ont été pliés pour pouvoir recycler. Donc on a maintenant, et vous pouvez aller sur Internet, vous verrez donc le projet palimpseste d'Archimède, où il y a tout le décodage de ces pages, les unes après les autres, des écrits d'Archimède, les seules traces que l'on ait en fait. Donc finalement, voilà à quoi ça sert d'avoir une idée du spectre électromagnétique généré par les atomes. Donc les ondes électromagnétiques, que l'on sait être représentées par une fréquence ou une pulsation et un vecteur d'onde, on a vu que les expériences de corps noir, de l'effet photoélectrique ou même de l'effet Compton nous disent que ces grains de lumière ont une impulsion et ont une énergie, et que ces grains de lumière, on les appelle des photons. C'est la quantification de l'onde électromagnétique. Mais très vite arrive Louis de Broglie, et Louis de Broglie dit que, eh bien écoutez, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que si à une onde électromagnétique, je peux associer des grains de lumière, qui sont des particules, alors normalement, à n'importe quelle particule, je pourrais associer une onde, faire le chemin inverse. C'est ce que postule de Broglie en 1924, en disant qu'à toute particule d'énergie E et d'impulsion P, on doit pouvoir associer une onde de fréquence oméga et de vecteur d'onde K. Alors ce modèle est complètement cohérent, évidemment, avec le modèle de Bohr, parce que si vous imaginez une particule en train de tourner sur une orbite, puisque si une onde doit exister sur cette orbite, alors il faut que la longueur d'onde, si j'appelle lambda de Broglie la longueur d'onde associée à cette onde, eh bien la circonférence doit être un nombre entier de fois la longueur d'onde. Sinon, l'onde va s'autodétruire elle-même, il y aura une interférence destructive. Et donc, si j'écris 2πr égale n lambda, si je fais passer le lambda au dénominateur, je vais avoir 2π sur lambda, ça c'est un vecteur d'onde. Égale un nombre entier. Ça c'est k, je le multiplie par h bar ici, je multiplie par h bar ici. Ici je reconnais quoi? H bar fois k, c'est l'impulsion. L'impulsion fois le rayon, c'est le moment cinétique. Le moment cinétique est quantifié. Donc effectivement, cette idée-là est complètement cohérente avec le modèle de Bohr. Et donc finalement, arrive en 1927 une expérience qui, elle, va clore le débat. En 1927, Davison et Germer, suite à une erreur de manipulation, en voyant des électrons monocinétiques sur un cristal de nickel qui avait recristallisé suite donc à leur petit problème expérimental, on va dire, mesurent dans un détecteur le courant, finalement, le courant électronique, qui passe au travers du cristal de nickel. Et ils mesurent ce courant en fonction de l'angle qu'on appelle ici 2θ. Donc ils vont faire varier cet angle et ils vont mesurer le courant. Et voilà ce qu'ils vont observer. Ils observent que finalement,
Des électrons, on ne les trouve pas partout à la suite du nickel, on les trouve seulement selon certaines directions bien particulières. Ça, c'est un phénomène qu'ils connaissent, sauf que ce n'est pas avec des électrons d'habitude qu'on le voit, ce n'est pas avec des particules massives. D'habitude, c'est avec un rayonnement, les rayons X par exemple, qui ont beaucoup aidé au développement de la cristallographie. La diffraction des rayons X, on connaît, on sait bien qu'il y a des endroits où il ne va pas y avoir d'intensité, il y a des endroits où il va y avoir beaucoup d'intensité. Ce qu'on ne pensait pas, c'était que le même phénomène pouvait être observé avec des particules massives, c'est-à-dire en l'occurrence là avec des électrons. Et donc ils concluent leur article en posant la question très simple, est-ce que les électrons sont des ondes? Est-ce que les électrons sont des ondes? Et en fait, on sait maintenant que les électrons ont un comportement d'onde, mais pas seulement les électrons. Les électrons, maintenant on utilise la diffraction d'électrons, souvent, on utilise la diffraction de neutrons, on peut même utiliser la diffraction d'hélium, on peut même faire diffracter, là, dans cette expérience, des molécules de C60. Donc le comportement ondulatoire, effectivement, a l'air d'être relativement partagé par toutes ces particules massives. Les ondes électromagnétiques se comportent comme des particules, c'est-à-dire qu'une onde électromagnétique, c'est généralement une fréquence, quand elle est monochromatique, une fréquence ou une pulsation et un vecteur d'onde. Eh bien, on va lui associer donc à chaque fois un ensemble de grains d'énergie qui auront pour énergie h bar oméga et pour impulsion P égale h bar k. Et plus l'onde électromagnétique sera intense, plus il y aura de grains de lumière. Et à l'inverse, les particules massives ont elles aussi un comportement ondulatoire. Et lorsque cette particule a une énergie cinétique E, eh bien on lui associe une onde de pulsation oméga, qui est E sur h bar, et un vecteur d'onde qui est égal à son impulsion divisée par h bar. Et la question que l'on doit se poser maintenant, qui est finalement la question sous-jacente de l'article de Davison et Germer, c'est, mais finalement, qu'est-ce que c'est que cette onde?